7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Alors vous êtes haut fonctionnaire, spécialiste, ancien haut fonctionnaire, spécialiste des questions de géopolitique, essayiste. Vous êtes auteur notamment de Dr Saoud et Mr Djihad en 2016, aussi de Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux en 2020 aux éditions Robert Laffont. On va reparler des radicalismes religieux, puis aussi de Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Vous avez reçu notamment sur Ligne droite pour ce livre, et puis aussi de État du salafisme en France aux éditions L'Aube. Vous avez reçu aussi, là tout est disponible sur notre chaîne YouTube, et là c'est un reportage donc sur la plateforme Omerta avec donc Omerta, le média donc de Régis Le Sommier que vous connaissez bien, chers auditeurs, qui s'appelle aussi Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Alors est-ce qu'on peut revenir sur ce que c'est justement ce complexe militaro-intellectuel et pourquoi vous avez voulu véritablement consacrer un reportage de passionnant de plus de 40 minutes? Écoutez, le basculement dont on ne s'est pas rendu compte se fait aux alentours des années 90. Bon, d'abord, évidemment, la disparition de l'URSS, ça, tout le monde connaît. Mais la guerre du Koweït est la première guerre post-guerre froide. Les Russes s'abstiennent et donc on va aller défendre cette grande démocratie qui est le Koweït contre cet ancien moderniste devenu dictateur hitlérien qui est Saddam Hussein. Donc vous voyez, le changement de catégorie, c'est important. Justement, on en reparlera de ça, de Saddam Hussein qui était un laïc et puis qui est devenu le moderniste, le moderniste qui est devenu Hitler. Cette guerre va avoir deux effets. D'abord, c'est une guerre annoncée. 6 mois de préavis pour qu'il quitte le Koweït. Donc toutes les chaînes de la télé de la planète viennent s'installer. On attend le début du match. Effectivement, le début du match se passe à l'heure indiquée, mais manque de chance, la guerre ne dure que 120 heures, c'est-à-dire 4 jours. Et donc, tout le monde, évidemment, toutes les chaînes de la planète sont largement déçues puisqu'il fallait produire de l'information pendant la période des 6 mois. Donc, on s'habitue, nous, téléspectateurs, à ce que la guerre soit un spectacle pour lequel on rentre chez soi à midi pour aller regarder la CNN et la 5 à l'époque. Et puis, évidemment, il fallait produire de l'information même quand il n'y en avait pas. Bon, quand la guerre éclate, c'est la guerre contre la 4e armée du monde, classification dont je ne connais pas l'origine puisque personne n'a jamais identifié la 3e. On savait bien qu'il y avait les Russes et les Russes et les Américains. Mais la 3e, on n'a pas réussi à savoir qui c'était. D'accord. Donc, cette fascination médiatique, si vous voulez, montre que, après tout, nous, Occidentaux, nous avons des moyens militaires de faire la police de la planète. Et ensuite, ça va s'enchaîner, c'est-à-dire dans toute la décennie 90, un certain nombre d'interventions militaires, pensant que la simple arrivée de soldats casqués, même que les casques soient bleus ou pas, peu importe, allait dissuader les belligérants de continuer à combattre. Bon, en fait, on l'a vu à Sarajevo, nos soldats ont été piégés en plein milieu d'une ville assiégée et ça n'a rien résolu du tout. Il a fallu passer justement ensuite, pour arrêter la guerre, au bombardement aérien avec l'aide des Américains. Donc, si vous voulez, l'autre tournant évidemment important, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, puisque tout à coup, dans un pays qui n'a jamais connu la guerre, les États-Unis sont un pays dans lequel ils ne savent pas ce que c'est que des tickets de rançonnement, des villes bombardées, des points d'eau, etc. Et donc le traumatisme est tellement important qu'apparaissent à ce moment-là sur les plateaux télé des psys. Psychiatriques, oui. Les psys sont les nouveaux acteurs de l'analyse géostratégique, puisqu'évidemment, ils disent à une société traumatisée, non, vous inquiétez pas, c'est pas vous. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi une responsabilité des Américains, mais plutôt d'expliquer pourquoi Ben Laden était fou. Pourtant, on le connaissait, on l'avait fréquenté, c'était notre intermédiaire par rapport ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines et qu'ensuite on appelle les talibans. Mais en gros, vous voyez, encore une fois, les catégories et les changements de mots sont très importants. Oui, Moudjahidines, c'était les gentils, talibans, c'était les méchants. Mais les Moudjahidines, ils combattaient les soviétiques, donc c'était des gentils. Et les talibans sont ceux qui oppriment les femmes, qui sont évidemment les méchants. Alors justement, on va revenir sur parce que c'est véritablement historique. Vous décrivez comment ce complexe militaro-intellectuel s'est mis en place. Mais alors, je voulais revenir sur les Américains. Vous l'avez dit, donc ce sont les gendarmes du monde après la chute de l'URSS au début des années 90. Et justement, ça, être le gendarme du monde, il faut le justifier. Et c'est comme ça qu'avec le militaro, c'est comme ça que l'intellectuel arrive. C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qui justifie le fait que nous soyons les gendarmes du monde ? C'est-à-dire que la fascination des moyens, et puis évidemment les scénarios de crise qu'on va connaître, qui sont des scénarios de crise très surprenants. Par exemple, vous verrez dans le documentaire, l'interview de Védrine est très intéressante parce qu'il explique pourquoi Mitterrand hésitait au début. Parce qu'il se disait... Oui, je sais ce que la fédération titiste
à apporter. Ce que je ne sais pas, c'est si cette fédération yougoslave éclate, ce que ça va entraîner comme conséquence. Donc, il était effrayé par l'idée de l'éclatement de la... Et donc, il avait soutenu l'idée qu'on puisse continuer à faire vivre une espèce d'entité yougoslave. Mais c'était pas une question de... C'était vraiment une analyse stratégique. Et donc, on est fasciné, on est surpris par la nature de ces nouvelles crises. On va aller en Somalie pour faire de l'humanitaire. Or, les humanitaires détestent qu'il y ait des militaires à leur côté, puisqu'évidemment, pour soigner les victimes, il ne faut pas être identifié à un camp ou à l'autre. Donc, vous voyez, on va avoir cette espèce de glissement. Et chacune de ces interventions militaires vont se terminer par un échec. Le plus fascinant, c'est celui de l'Afghanistan. 10 ans de soviétiques, 20 ans d'américains, et finalement, les talibans reviennent. Voilà, justement, on va en reparler de l'Afghanistan depuis de manière générale. Donc, nous sommes avec Pierre Conessa pour ce reportage avec Omerta, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Marie Falécon, puis on revient vers vous, Pierre Conessa. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors Pierre Conessa, nous étions avec vous pour ce reportage Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Il commence donc après la chute de l'URSS. Les Américains doivent justifier le fait qu'ils sont les nouveaux gendarmes du monde. On a parlé notamment de l'Afghanistan. Et je voulais aussi vous parler des néoconservateurs, parce que vous êtes assez critique des néoconservateurs dans votre reportage sur la plateforme Omerta. Oui, parce que l'état de désarroi des milieux stratégiques auxquels j'appartenais à ce moment-là, c'est la disparition de l'ennemi principal. Bon. Or, si vous êtes dans les domaines stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, soit on licencie, soit on en invente, si vous voulez. Bon, et c'est ce qu'ont fait les Américains avec ces deux fameux bouquins qui sont Le choc des civilisations et La fin de l'histoire, qui était effectivement une manière indirecte de se demander comment la suprématie américaine pourrait être sauvegardée. Donc, Choc de civilisation de Samuel Huntington, en tout cas, qui est une lecture américaine aussi. Notamment, on lui a donné raison après le 11 septembre. Et Fukuyama, c'est La fin de l'histoire, 1992, justement. On en a parlé hier, la victoire de la démocratie libérale pour l'éternité. Oui, d'autant plus intéressant que d'abord, le bouquin d'Huntington va être traduit en 35 langues. C'est quand même un magnifique succès mondial. Et évidemment, comme vous l'imaginez, il pose comme postulat que les espaces menaçants sont la Chine et le monde arabo-musulman. C'est intéressant, c'est nous qui avons fait une dizaine d'interventions militaires, mais c'est les autres qui sont menaçants. Bon. Et pour Fukuyama, il va soutenir l'invasion en Irak. Donc vous dites, attendez, qu'est-ce que sont devenus ces individus? Donc cette décennie 90 va être marquée par ce débat posé par les Américains. Et en fait, à partir du moment où les Alliés vont se prendre la roue des Américains. Rappelez-vous, le grand choc pour nous, ça va être le moment où Chirac décide de ne pas aller en Irak. Et ce choc, qui était la dernière grande décision gaullienne, va être d'abord très mal prise par les Américains. Il va y avoir un French bashing extraordinaire. Et en fait, les deux successeurs de Chirac vont rapidement pédaler pour rattraper les Américains. Avec le succès qu'on connaît, puisque c'est nous qui subissons les attentats, ce n'est pas les Américains. Donc, si vous voulez, on est sur quelque chose d'assez fascinant. Dans cette espèce de... Alors, la décision américaine après le 11 septembre est intéressante à deux titres, parce qu'il y a deux mouvements intellectuels qui soutiennent cette espèce de politique de frappe qui va succéder le 11 septembre. Ce sont évidemment les néoconservateurs, c'est-à-dire tous ceux qui disent comment garder la suprématie américaine, puisque nous sommes le camp du bien. Et puis les néo-évangéliques. Et les néo-évangéliques participent à ce grand mouvement que j'ai analysé dans un autre bouquin, c'est-à-dire la poussée des radicalismes religieux. Voilà. Et donc ceux-là vont expliquer, pour des raisons totalement théologiques, pourquoi la destruction de Saddam Hussein va permettre le grand Israël, le retour du Messie. Voilà. Donc, mais ils pèsent véritablement, ces néo-évangéliques, sur l'opinion américaine à ce moment-là. Regardez le profil de George Bush, fils. Il était étudiant, alcoolique. Bon, c'est un individu qui est assez peu intéressant. Et en fait, il est allé une fois au Mexique quand il était étudiant et ensuite, il n'a plus jamais quitté les États-Unis. Donc, pour être le grand leader de la planète, on ne peut pas dire que ce soit une préparation. La deuxième chose, c'est qu'il a connu cette trajectoire justement de beaucoup néo-convertis, quelle que soit la religion, c'est-à-dire après une jeunesse de perdition, tout à coup, il découvre la foi et puis il devient d'autant plus radical que, comme tous les nouveaux convertis, si vous voulez, il a compris et donc il va être d'autant plus sensible à des argumentaires que vont développer ces néo-évangéliques américains, pour aller justifier cette guerre. D'abord au Pakistan, puisqu'il fallait attraper Ben Laden, mais surtout cette extension en Irak, alors que rappelez-vous que dans son discours de janvier 2002, il va désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait aucun Irakien, aucun Iranien et aucun Nord-Coréen dans les avions. Il y avait un Français d'ailleurs. Oui, heureusement qu'il ne l'a pas noté. Mais vous voyez, c'était un discours stratégique qui était déjà préparé. Voilà.
Et donc, on a des raisons de s'inquiéter. Alors justement, vous dites comment vendre une guerre. Alors c'est un peu cynique évidemment, mais vous dites qu'il faut un massacre, des références occidentales, diaboliser l'ennemi et hystériser le débat. C'est les quatre piliers. C'est les 4 piliers, effectivement, et qui correspondent, encore une fois, à ce nouveau paysage médiatique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, vous voyez bien que on a aujourd'hui 4 chaînes d'infos en continu en France. À l'époque, il y avait effectivement la 5 qui faisait de la continuité, mais le système n'était pas encore complètement à plein régime. Et aujourd'hui, vous avez donc une chaîne d'infos en continu, ça fait grosso modo, sur 1 heure d'information, 15 minutes de nouvelles et puis publicité, et puis le reste, ça doit être du débat. Et le débat, ça veut dire qu'il faut aller chercher des spécialistes. Alors, comme en France, un réservoir qui est quand même relativement limité, ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, vous êtes obligé de racler les fonds de tiroir. Et donc, on devient spécialiste parce qu'on apparaît sur le média et non pas le contraire. Alors, évidemment, cette sociologie de ce complexe militaro-intellectuel, on le connaît, ça veut dire des intellectuels médiatiques. Il y a un navire amiral que vous connaissez parfaitement, mais surtout, il y en a d'autres qui vont venir sur un plateau télé expliquer qu'ils ont été sur place, qu'ils ont vu les gentils et les méchants, qu'ils savent comment il faut faire et pourquoi il faut envoyer du militaire. Bon, ils n'y vont plus eux-mêmes, c'est ça la caractéristique. Ça n'est ni Malraux, ni Hemingway. Ensuite, vous avez évidemment des humanitaires. Le cas de la Somalie est intéressant parce que c'est une intervention militaro-humanitaire. Or, les humanitaires se sont toujours opposés à ce qu'il y ait des militaires. Or, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un humanitaire qui a changé de casquette puisque Kouchner, ancien humanitaire, était devenu ministre. On va envoyer des troupes. Et puis, on a encore des cas comme cela, si vous voulez, qui font que notre intervention n'a cessé pendant toute cette décennie. On est même allé au Timor, vous voyez, nos rapports stratégiques avec le Timor. Bon. Donc, ça, c'est une évolution dont on n'a pas mesuré l'ampleur parce qu'à partir d'un plateau télé, encore une fois, avec les règles du débat médiatique que vous avez listées, c'est-à-dire hystériser le débat, diaboliser l'ennemi, etc., vous interpellez directement le politique. Et quand ce politique n'a aucune expérience internationale, comme c'était le cas de François Hollande, qui était quand même président du Conseil général de la Corrèze. Ou Nicolas Sarkozy, même avec la Libye. Ou même Nicolas Sarkozy, encore, l'exemple est encore plus frappant pour la Libye. Vous savez que BHL, 2 ans après la destruction de la Libye, se disait encore tant mieux si j'y suis pour quelque chose. Donc, on va revenir sur BHL. Parce que ce sont des intellectuels téphales, ce sont des intellectuels sur lesquels aucune critique n'accroche. Oui, c'est ça. Alors justement, je voulais revenir par exemple sur un cas particulier que vous citez, la Yougoslavie, où là, il y a donc ces 4 piliers, un massacre, des références, il y a une diabolisation, il y a une hystérisation du débat, et puis il y a aussi un intellectuel, Bernard-Henri Lévy, qui est sur place. Oui, c'est vrai que le cas de la Yougoslavie est intéressant parce que... Parce que là, on est en quelle année à peu près ? Rappelez-nous la Yougoslavie. Écoutez, on doit commencer en 92 pratiquement. On est déjà c'est dedans, c'est vraiment le début justement. Parce qu'au début, ça va commencer avec des incidents, des massacres, enfin des choses comme ça. Et puis surtout, un des États qui va déclarer son indépendance, la Slovénie. Et l'Allemagne va immédiatement reconnaître l'indépendance de la Slovénie. Ce qui fait que de toute façon, le projet fédéral ne pouvait pas être européen, puisque un des grands pays de l'Europe avait avalisé, si vous voulez, ce détachement. Et donc, on va effectivement avoir une crise qui sent la crise de tous les États fédéraux. Rappelez-vous, l'URSS, c'est pareil. On a beaucoup de 15 États qui naissent d'un seul coup avec la disparition de l'URSS. Et on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire, finalement, les États fédéraux garantissaient une certaine forme de paix, répressive d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait une forme de paix. Et donc, Mitterrand va s'interroger pour savoir si le risque de l'éclatement n'est pas pire que le risque du maintien. Et donc, finalement, vous connaissez la suite, ça va glisser. On va essayer de s'interposer à Sarajevo pour empêcher que la ville typique, si vous voulez, de la Bosnie multiethnique ne tombe. Mais enfin, on n'y parviendra qu'à moitié. Et donc, vous connaissez la fin de l'histoire. Il faudra finalement bombarder Belgrade pour qu'on arrive à arrêter complètement, si vous voulez, ce conflit. Et encore une fois, avec l'intervention des Américains. Donc, c'est l'impuissance européenne, l'impuissance politique et l'impuissance militaire. Alors justement, donc, là, c'est la Yougoslavie. Vous avez parlé des personnes qui incarnent ces intellectuels de plateau. Alors, on en a parlé. Il y a véritablement Bernard-Henri Lévy, puis aussi Kouchner, l'Artnac de Médecins sans frontières. Tout ça, ce sont des intellectuels qui sont payés, en tout cas qui font leur beurre, notamment grâce à des guerres, qui font partie de ce complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre, en tout cas ils ne peuvent pas complètement s'épanouir s'il n'y a pas de guerre. Oui, mais ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire c'est une question d'influence politique, de fonction de conseiller du prince, etc. etc. Et d'ailleurs...
Rappelez-vous que le voyage de Mitterrand à Sarajevo se fait avec Kouchner et BHL, c'est-à-dire que leur fonction de conviction a eu au moins ce résultat, effectivement, de faire que Mitterrand aille personnellement montrer l'importance qu'on accordait à Sarajevo multiethnique. Bon. Cela dit, évidemment, après, d'abord, la sociologie se complexifie. Hein. Vous avez des humanitaires qui changent de fonction, vous avez des psys qui viennent vous expliquer. Regardez, par exemple, aujourd'hui, je crois que j'ai compté, il y a une dizaine de psys qui sont apparus sur les plateaux télé pour diagnostiquer Poutine que personne n'avait jamais rencontré. Bon. C'est ça, exactement. Donc, et puis c'est pareil, c'est-à-dire que ça justifie donc l'attaque de la Russie, ou en tout cas de donner autant de moyens à l'Ukraine, en expliquant, vous voyez, Poutine est fou, donc il faut l'attaquer, ou donc il faut soutenir l'Ukraine. Non, ça permet surtout d'hystériser le débat. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas se demander pourquoi les Russes interviennent, ni quelles seraient les raisons qui feraient que... Heureusement, les diplomates ne les écoutent pas toujours. C'est-à-dire, rappelez-vous que la France et l'Allemagne essayent de proposer des accords de Riga, les accords de paix, j'ai oublié la localisation, enfin peu importe. Mais en fait, on a quand même quelques doutes assez sérieux. On va se demander si ce n'est pas les Ukrainiens qui n'ont pas respecté, si vous voulez, cet accord de paix qui avait été conçu entre Français et Allemands. Bon. Donc on se retrouve dans une situation où effectivement c'est la complexité de la crise qui pose problème, parce que rappelez-vous que le camarade Staline, quand il était commissaire aux nationalités, a fait des découpages dans l'URSS avec un seul souci, c'était de rendre aucun État homogène. Donc il fallait toujours qu'il y ait une minorité pour permettre à Moscou d'intervenir en cas de besoin. Bon. Et donc quand l'URSS éclate, on n'a que des États multiethniques, ou en tout cas principalement avec une grosse majorité, mais toujours une petite minorité. Et donc dans le cas effectivement de l'Ukraine, la partie Est, si vous voulez, rappelez-vous quand même que l'Ukraine est un pays dont les frontières n'ont cessé de translater au cours de l'histoire. Hein, parce qu'au moment du pacte germano-soviétique, ce n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui. Et puis après 1945, l'Ukraine fait un grand glissement vers l'ouest et prend une partie de la Pologne. Donc si vous voulez, quand on dit aujourd'hui défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, on se dit oui, mais de quelle Ukraine parle-t-on? Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas place pour ce débat. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gentils et des méchants. Les méchants, en l'occurrence, ce sont les Russes. Alors, bon, quand on pense qu'au moment où il y a la révolution de Maïdan, immédiatement les nouveaux dirigeants décident que l'ukrainien sera la seule langue officielle, dans un pays où quand même le russe avait laissé quelques traces, que les populations de l'Est refusent cette proposition, et finalement commence un espèce de conflit larvé qui fait qu'au moment où Poutine intervient, il y avait déjà eu 14 000 morts quand même. Ce n'est pas un petit conflit. Mais si vous voulez, tout ça ne permet pas d'entrer dans le débat avec une espèce de nuance qui fasse qu'il n'y a pas que les gentils et les méchants. Il y a aussi des méchants des deux côtés, des gentils des deux côtés. Donc, il faut trouver les modalités de la discussion. Regardez, quand notre président rencontre Poutine, on dit mais comment est-ce qu'il peut discuter avec Poutine? Si on ne discute pas avec Poutine, je ne vois pas comment on trouve la paix. Justement. Donc, c'est cette hystérisation du débat, si vous voulez, qui est assez fascinante. Parce qu'encore une fois, ce ne sont plus des gens qui vont combattre. Hein. Ce sont des gens qui donnent des conseils pour aller combattre. Et puis, si possible, pour envoyer des militaires. Et les militaires sont moins bellicistes que les autres. Hein, parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre. Oui, exactement. Ils connaissent, en tout cas, ils comprennent peut-être mieux les intérêts cachés de ces guerres. Et notamment, on a parlé des... Alors, les Russes ont toujours été des méchants, hein, pour le coup. Mais alors, il y en a, on l'a dit, comme Saddam Hussein, qui étaient gentils, puis qui deviennent méchants. C'est-à-dire que Saddam Hussein, quand ça sert les intérêts des Américains, c'est un gentil laïciste qui va sauver donc l'Irak. Et puis, quand ce n'est plus le cas, ça devient Hitler. C'est notamment le cas aussi des Moudjahidines qui étaient donc contre l'URSS, qui étaient des gentils, puis après combattants de la liberté. Et combattants de la liberté, puis après ça devient des talibans. Et là, véritablement, c'est ce complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire que pour justifier le militaro, il faut des intellectuels qui, par les mots, et les mots c'est très important, Moudjahidine c'est plus noble que Taliban, par des mots, donc explique, voilà, on justifie cette guerre parce que les gentils d'hier sont devenus les méchants d'aujourd'hui. Oui, effectivement, ces retournements de veste, si vous voulez, ne sont pas trop compliqués à assumer. Enfin, en tout cas, ça gêne visiblement personne. Et donc, on va effectivement fournir de la logique, même dans des situations complexes. Bon, l'Afghanistan, par exemple... C'est un cas d'école, l'Afghanistan, justement. Oui, l'Afghanistan est un cas d'école pour plusieurs raisons. D'abord parce que, si vous voulez, la plupart des gens qui ont conseillé aux grands dirigeants d'envahir l'Afghanistan ne connaissaient pas l'Afghanistan. Moi, j'y suis allé avant. J'y étais pas pendant, mais j'y suis allé avant. Et l'Afghanistan a une caractéristique, c'est ce qu'on appelle en géopolitique une zone de confins, c'est-à-dire une zone dans laquelle se sont réfugiés des tas de populations minoritaires qui étaient pourchassées par les grands empires environnants, qui étaient l'empire tsariste, l'empire persan, l'empire indien, etc. Bon. Et donc, chaque vallée est différente de la vallée à côté. Ce qui fait que vous pouvez toujours prendre la capitale, mais tout le monde s'en fiche. Alors, effectivement, au début de l'intervention militaire, la capitale est prise. C'est bon, on va croire que c'est fini. Pas du tout. C'est à ce moment-là que la complexité commence. Et Olivier Roy, qui était allé en
en Afghanistan pendant l'époque soviétique racontait que les troupes ne sortaient plus de leur casernement, qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement et qu'il n'y avait aucune envie de se battre, parce qu'ils savaient que de toute façon, chaque vallée était une embuscade. Bon, et ça n'a pas empêché les Américains, après, de dire « ne vous inquiétez pas, chef, on va vous faire ça vite fait », et d'envahir l'Afghanistan tout de suite après le 11 septembre. Bon, les talibans avaient proposé à ce moment-là d'extrader Ben Laden dans un pays neutre pour qu'il soit jugé. Enfin bref, tout ça n'intéressait pas. Il fallait une guerre. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, la catharsis était telle qu'il fallait qu'il y ait une opération militaire. Alors évidemment, l'Afghanistan, il y avait une espèce de lien avec Ben Laden, mais tout de suite après, il va engager la guerre en Irak, qui n'a plus aucune légitimité. Et donc, quand Chirac s'y oppose, vous avez ce French bashing extraordinaire qu'ont vécu les États-Unis, ressortant les French fries, enfin des conneries de cette nature. Et puis aussi qu'on aurait été collaborateur pendant la guerre, qu'on a toujours refusé la guerre. Enfin, il y a toute cette dimension américaine, cette réputation qu'on a aux États-Unis de ne pas vouloir faire la guerre, alors qu'on a gagné plus de batailles que les États-Unis, on le rappelle. Oui, et puis c'est pas une question de score, c'est une question vraiment d'analyse politique. Ces mecs, c'est des métèques, il fallait leur taper dessus, et d'ailleurs la force, ils comprenaient que ça. C'est un classique du colonialisme, si vous voulez, hein, vous souvenez. Bon, et donc on est sur quelque chose qui est assez fascinant, mais quand vous vivez dans le Middle West aux États-Unis, qu'est-ce que vous savez de l'Afghanistan? Si votre chef démocratiquement élu vous dit en Afghanistan, et c'est là qu'il faut aller chercher, il y va. Et sur l'Irak, des Arabes, ah bah oui, ça évidemment, les Arabes, on les connaît, ils veulent pas d'Israël, etc. Alors donc, là, il y a aussi le côté féministe, c'est-à-dire d'expliquer aussi qu'on allait là-bas parce qu'il y avait des femmes, donc des femmes qui avaient la burqa et qui étaient réduites quasiment à l'état d'esclaves. Oui, c'est intéressant parce que ça ne sort que quand vraiment l'opération militaire commence à pédaler un peu, c'est-à-dire ça patine, on n'arrive pas à ouvrir la décision militaire définitive. Et donc vous allez avoir cette cause qui va sortir, c'est-à-dire défendre la femme afghane. Ce qui évidemment a plus d'écho aux États-Unis que dans le monde arabe, parce que c'est vrai que les femmes afghanes sont particulièrement voilées au privé, etc., etc. Mais on est en même temps avec quelque chose où il suffit de mettre sur un plateau télé une femme afghane moderne qui va vous expliquer qu'effectivement toutes les femmes afghanes attendent qu'eux. Et c'est difficile à expliquer parce que quand vous expliquez dans une société machiste et tribale comme l'Afghanistan, il vaut mieux être une femme voilée qu'une femme dévoilée. Vous voyez bien qu'on est à contre-courant d'une espèce de compréhension. C'est pas la compréhension du sujet qui a de l'importance, c'est l'accroche intellectuelle ici. Voilà, donc il y a par le pathos là encore, c'est parce qu'avant c'est toujours aussi le pathos qui fait partie de ce complexe militaro-intellectuel. C'est à la fois, on sent qu'on a des élites très cyniques qui ont des intérêts notamment à faire la guerre et puis qui utilisent le pathos pour convaincre la population. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous voyez bien que si vous annoncez une crise, si vous vous contentez d'annoncer un massacre, c'est peut-être un peu insuffisant. Si vous pouvez annoncer un génocide, ça a plus de chances de faire écho, si vous voulez. Donc le terme de génocide est devenu d'une banalité extraordinaire, alors que quand même, ça a une définition, un génocide. C'est la volonté d'exterminer une population avec la manière de la vider complètement d'un pays. Donc si vous voulez, on va par exemple utiliser le terme d'épuration ethnique quand on va parler des Arméniens du Haut-Karabakh, par l'Azerbaïdjan, mais on refuse d'utiliser le terme quand on va avoir la décision de Netanyahou de dire à 1 million de Gazaouis, vous descendez vers le sud parce que je vais bombarder. Alors, quand j'ai dit ça sur un plateau télé, tout le monde m'a dit, mais attendez, vous vous rendez compte, vous ne parlez pas de la même chose, etc. Je dis, mais attendez, vous croyez que pour les victimes, ça change? Pour les victimes, ça leur fait le même effet. Vous leur dites... Et en plus, ils ont osé me dire que c'était pour les protéger. Je leur dis, oui, c'est ça, comme ça, ils pourront revenir dans leur maison détruite, ils seront contents. Enfin, vous vous rendez compte de l'espèce d'affaissement du débat pour ne pas appliquer des principes de morale, si vous voulez, qui seraient applicables à tout le monde. Vous savez, Chalian est une phrase que je trouve extraordinaire. Il dit, la capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce. Oui, c'est terrible. Vous avez tout résumé. Alors justement, vous parlez aussi du retour du radicalisme religieux. Vous en avez parlé dans un livre aussi, Avec Dieu, on ne discute pas, le radicalisme religieux aux éditions Robert Laffont. Là, vous dites qu'il y a un retour du radicalisme religieux. Alors vous parlez évidemment de l'islam, de Daesh, et puis vous parlez aussi des Rohingyas, du bouddhisme. On a parlé aussi des néo-évangéliques. C'est aussi la Fukuyama qui a eu tort, c'est-à-dire qu'il nous avait expliqué qu'il n'y aura plus de religion, que la démocratie libérale allait l'emporter sur tout, et finalement, on a un retour de ces radicalismes religieux. Comment vous l'expliquez ? Oui, il y a un phénomène, si vous voulez, qui est assez fascinant, qui se passe à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui sont les grandes révolutions scientifiques. Le darwinisme, par exemple, évidemment, est un choc pour toutes les religions, puisque ça tue tous les mythes fondateurs. Et donc, on va avoir plusieurs évolutions qui vont se passer de manière concomitante, mais pour des raisons différentes. Prenons le cas, par exemple, des néo-évangéliques américains.
Vous savez que, par exemple, quand les pères fondateurs arrivent aux États-Unis, c'est la terre promise. Et donc, ils veulent créer une société paradisiaque, unique, avec les bonnes règles, etc. etc. Ils commencent à s'inquiéter quand arrivent les premiers catholiques, c'est-à-dire les Irlandais, les Sud-Américains, les Italiens. Les Italiens, bon. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, pour eux, les pères fondateurs étaient persécutés par ces gens-là. Et donc, les accepter dans cette terre promise, ça posait problème. Donc, il y a un phénomène qui s'appelle les rencontres d'Arusha, dans lesquelles des évangéliques plus radicaux que les autres vont essayer de bloquer, si vous voulez, toute l'évolution théologique et le rapport avec l'autre. Chez les islamistes, on connaît, hein, c'est effectivement le wahhabisme qui naît au XVIIIe siècle, quand effectivement Abdel Wahhab, qui vit dans le grand morceau de désert du milieu de la planète, qui n'a jamais été colonisé, dit tout l'islam exporté, c'est perverti. Le seul véritable islam, c'est le nôtre, puisqu'on a été à l'écart de toute influence étrangère. Et donc, le salafisme, on va fournir une aide aux wahhabites saoudiens, on va leur fournir une aide parce qu'ils sont anti-soviétiques. Avouez que, comme analyse, c'est original. Donc, la première diffusion de ce salafisme wahhabisme va se faire dans la zone sahélienne parce qu'ils veulent empêcher le socialisme arabe. Nasser disait les Arabes feraient mieux de s'occuper des pays du Golfe plutôt que d'Israël. Vous imaginez ce que ça faisait dans les pays du Golfe. Et donc leur premier axe de diffusion, c'est celui qu'on va retrouver nous au Sahel, c'est-à-dire ces salafistes qui sont recrutés un peu partout. Alors les Saoudiens créent en miroir de ce qu'avait fait Nasser une espèce de structure d'influence islamisée. Bon, vous savez que Nasser avait créé la Ligue arabe, eux, ils vont créer la Ligue islamique mondiale. Nasser avait l'université d'Al-Azhar, ils vont créer l'université islamique de Médine. Mais ça présente un petit avantage, l'université islamique de Médine, c'est que les types qu'on recrute, ils ont une bourse et ils sont logés. Alors qu'au Caire, bon. Et donc, ils vont recruter des gens de tous ces pays pour empêcher la diffusion du socialisme arabe. Et on va rencontrer, nous, au Mali, un imam d'Iko qui a été formé là-bas, qui va refuser de condamner l'attentat contre le Radisson Blu, dans lequel sont morts 13 occidentaux, en gros parce qu'il ne veut pas condamner un attentat fait par des islamistes. Donc, ce sont ces gens-là qu'on a considérés comme des alliés. Et quand je dis désislamiser le débat, c'est parce que au-delà des questions de radicalisme dans les monothéismes, on l'a aussi avec les juifs radicaux, les autres religions sont influencées. On a un radicalisme bouddhiste avec les Rohingyas, et on a un radicalisme hindouiste qui persécute pareil les musulmans. En Inde. En Inde, avec le gouvernement Modi. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un phénomène où dans les années 80, on parlait du retour du religieux. Là, je crois qu'il faut vraiment parler de la poussée des radicalismes partout. Voilà, c'était la raison de ce livre, malheureusement désespérant. Alors justement, on va être obligé de conclure. Pierre Conessa, je rappelle le titre de votre reportage sur Omerta, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel. Et est-ce que justement, vous ne pensez pas que des plateformes et des médias comme Omerta, par exemple, court-circuitent ce complexe militaro-intellectuel en étant pleinement indépendants ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, avec l'arrivée de médias indépendants comme Radio Courtoisie, par exemple, on peut arriver à court-circuiter ce complexe militaro-intellectuel et le dénoncer. Oui, moi c'était plus compliqué. Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, ce qui me fascine en particulier, c'est que les modes d'information de la plupart de nos concitoyens ne sont plus du tout d'acheter le journal le matin. Il y a évidemment toutes les chaînes d'infos, les chaînes de radio, etc. Il y a des chaînes sur Internet. Moi, j'ai fait des interviews sur Thinkerview où j'ai eu 1 300 000 auditeurs. Donc, je me dis, jamais dans aucun journal papier, j'aurais... bien sûr. Donc, il y a toute une nouvelle géopolitique de l'information. Et effectivement, vous en faites partie, comme Omerta d'ailleurs. Alors, justement, écoutez, merci beaucoup. J'ai pas eu le temps de vous parler de Trump, mais très vite, parce que Trump est républicain, mais justement, lui n'a fait aucune guerre pendant son mandat. Alors, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ? Est-ce que ça montre quelque chose, la fin du complexe militaro-intellectuel ? Parce qu'on le critique beaucoup, Trump, mais là-dessus... justement, il faut lui reconnaître ça. Écoutez, il hérite, d'abord, évidemment, il hérite de ces fonctions-là. Bon, cela dit, sur le personnage, quand je vois que des psys se penchent sur Poutine, je me demande pourquoi ils ne sont pas pensés sur Trump, quand même. C'est une question légitime. Parce que lui, effectivement, donnait des signes de démence précoce, quand même. Oui, mais vous êtes assez critique des néoconservateurs, et là, Trump, il faut quand même lui reconnaître qu'il n'a pas fait de guerre au Moyen-Orient, ni même ailleurs. Je ne vous dis pas le contraire, mais encore une fois, ce n'est pas le seul critère sur lequel on peut juger un homme politique. Écoutez, merci beaucoup, Pierre Conessa. Je rappelle le titre de votre reportage, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, un reportage passionnant, donc à retrouver sur la plateforme Omerta. Alors, c'est payant, il faut vous abonner, mais ça coûte très peu cher, je crois. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Conessa. Je rappelle les titres de vos autres livres, État du salafisme en France, Avec Dieu, on ne discute pas les radicalismes religieux, et dernièrement, et aussi donc Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Merci.